Mesdames et messieurs, Dieu nous a fait grâce d'une nouvelle semaine qui démarre pour nous aujourd'hui, mais également pour vous. Alors, une excellente semaine à vous et que Dieu vous assiste à pouvoir réussir les entreprises de cette semaine. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso sur Savane TV. Merci, chaque matin, on vous dit bonjour. On salue le Burkina Faso, on salue aussi tous ceux qui nous suivent depuis les pays d'Afrique et ailleurs parce que vous avez la possibilité de nous suivre sur le bouquet Canal+, c'est le numéro 265 et 8. Vous avez la possibilité aussi de nous suivre notamment sur Facebook et sur YouTube. Tapez tout simplement Savane TV. Et aujourd'hui, cette semaine, nous décidons de nous installer au niveau du mémorial Thomas Sankara. Et cette semaine, on mettra l'accent sur le mausolée Thomas Sankara. Donc, c'est l'occasion pour nous aussi de saluer tout le comité en charge de la construction des infrastructures du mémorial Thomas Sankara qui a bien voulu nous ouvrir leurs portes. Donc on leur dit merci. Tout à l'heure pour la rubrique à la découverte, vous aurez les images. Et aujourd'hui également, vous aurez la revue de presse ce matin. Et dans la rubrique invité du jour, nous irons à la rencontre d'un livre qui parle de la communication au Burkina Faso, un ouvrage écrit par M. Abdoulaziz Bamogo, ancien président du Conseil supérieur de la communication. C'est notre invité du jour. Il sera là pour nous parler de son ouvrage. Et plus tard, on parlera santé également avec notamment le groupe Lafina. Merci de votre fidélité. Merci d'être avec nous. On part tout de suite et maintenant pour la première rubrique. Pour cette première rubrique à la découverte de, nous sommes installés au mémorial Thomas Sankara. Alors, depuis le 17 mai dernier, les Burkinabés et les internationaux ont la possibilité de visiter le mausolée Thomas Sankara. On se souvient de cette inauguration qui a eu lieu, qui a vu notamment la présence du Premier ministre burkinabé Jean-Emmanuel Ouédraogo, ainsi que ses homologues du Sénégal et du Tchad et bien d'autres invités. Rappelons que le mausolée est situé à l'intérieur du mémorial Thomas Sankara qui est situé au Conseil de l'Entente, lieu historique où Thomas Sankara et ses 12 camarades ont été assassinés. Alors, cette semaine, nous vous amenons à la découverte du mémorial, du mausolée et les autres infrastructures de ce site qui rendent hommage au père de la Révolution. Le site du mémorial fait 14 hectares. Et il est prévu la construction de plusieurs infrastructures. À la porte du mémorial, vous avez les couleurs nationales, le rouge, jaune, vert, qui est visible à travers la décoration des barres de fer. D'ailleurs, le drapeau du Burkina est bien dessiné sur le mur du mémorial. À la devanture du mémorial, des boutiques sont en construction. Des boutiques qui exposeront des produits artisanaux et des produits locaux made in Burkina Faso. Et juste à l'entrée, vous avez la statue de Thomas Sankara, donc d'une hauteur finale de 8 mètres pour un poids total estimé à 13 tonnes. Cette statue a été réalisée par l'artiste sculpteur burkinabé Jean-Luc Bambara. La statue a 4 faces comportant chacune 3 des 12 bustes et de ses 12 camarades tués le 15 octobre 1987. Un peu plus devant, vous avez donc le mausolée. Le mausolée, qui est une architecture atypique. Et c'est une construction faite en bloc de latérite taillé et qui allie modernité et tradition. Le mausolée est une représentation du chapeau du chef renversé avec des vides qui créent de l'espace. Selon l'architecte du mausolée, qui est notamment M. Francis Kéré, le mausolée est à l'image de feu Thomas Sankara qui met la simplicité et la tradition. Ces vides matérialisent également le vide laissé par l'homme et ses 12 camarades dans les cœurs de leur famille et dans les cœurs des Burkinabés. À l'intérieur du mausolée, on retrouve les tombes de Thomas Sankara et les 12 camarades, notamment 6 tombes à gauche et 6 tombes à droite. Il faut dire que au sein de ce mausolée, il est interdit de parler, de communiquer. Voilà. En visitant le mémorial, vous pouvez aussi visiter le bâtiment Burkina que vous voyez en image. Alors, le bâtiment Burkina où Thomas Sankara et son équipe tenaient d'ailleurs la réunion le 15 octobre 1987 avant que le drame ne se produise. Et vous avez donc des photos aussi de reconstitution au niveau du bâtiment Burkina.
Alors, la nouvelle infrastructure à visiter aussi impérativement au mémorial, c'est notamment le mur thématique. Voilà, sur ce mur, on a plusieurs représentations graphiques d'artistes burkinabés juxtaposées avec les citations de Thomas Sankara. Sur le mur thématique, on peut voir des images de Thomas Sankara tenant une guitare ou encore jouant au football. Une représentation par exemple de la grande famille et des petits pionniers sous la Révolution et bien d'autres images rappellent le film de la Révolution et surtout les messages forts aussi donc de la Révolution. Aujourd'hui, le mémorial est géré par le PECIM. Alors, c'est justement le projet de construction des infrastructures du mémorial à Thomas Sankara dirigé par M. Étienne Lompo en collaboration bien sûr avec le CIMTS qui est le Comité international mémorial Thomas Sankara. J'aimerais rappeler quelques interdits au niveau donc du mémorial. Alors, comme je le disais, il est interdit de filmer et de photographier l'intérieur du mausolée où se trouvent les tombes donc des disparus. Il est interdit de filmer et de photographier. Il est interdit également de communiquer à l'intérieur donc du mausolée. Alors, pour ceux qui ont des questions, ils peuvent visiter le mausolée et juste donc à la sortie, le guide peut vous expliquer. Comme vous voyez à l'image, nous étions là-bas, donc à l'intérieur. On a eu la possibilité donc de voir, mais vous pouvez visiter sans discuter. À l'intérieur, c'est vraiment le silence pour respecter notamment donc les disparus qui reposent à l'intérieur donc de ce mausolée. Pour les questions, ça sera justement après. Donc, alors, dans le bâtiment Burkina aussi, comme je vous le montrais, où se trouve le bureau de l'ancien président Thomas Sankara, où vous pouvez retrouver ces journaux atypiques, les journaux qui étaient présents le jour donc de l'assassinat. Il est interdit aussi de filmer et de photographier. Voilà. Et il faut dire qu'au sein donc de ce bâtiment Burkina là, il y a la reconstitution, notamment donc des chaises avec la tenue de sport de Thomas Sankara le jour où il a été assassiné. Alors, il faut rappeler que le mémorial est ouvert au public. Oui, du lundi au dimanche de 8h à 18h à des prix forfaitaires. 1000 francs pour les adultes nationaux et 500 francs pour les enfants, les élèves et les étudiants. Pour les internationaux, donc ceux qui viennent d'ailleurs, c'est 3000 francs pour les adultes et 1000 francs pour les enfants. Vous avez la possibilité de visiter le mémorial, bien sûr, en suivant les conditions des guides. Et il faut dire qu'il y a des guides qui sont là pour vous faire visiter, mais pour vous faire aussi découvrir l'histoire donc de Thomas Sankara. À travers les images, on a pu aussi voir la voiture de Thomas Sankara, cette voiture-là qu'il utilisait notamment pour ses courses à l'intérieur du Burkina. Et ça démontre de la simplicité qu'était l'homme. Merci de votre attention. Pour ce qui concerne les autres infrastructures à réaliser, parce qu'il faut dire qu'il y a tellement d'autres infrastructures à réaliser au sein du mémorial, à partir de demain, nous allons écouter donc le coordonnateur du projet de construction des infrastructures au centre du mémorial Thomas Sankara, M. Étienne Lompo, qui a bien voulu nous accorder une interview. À partir de demain, vous allez l'écouter. Il va vous expliquer les projets de construction, sa vision avec le mémorial. Il faut dire que si tout ça arrive à se réaliser, en tout cas, ça sera un très beau site à voir absolument. Pour le moment, vous avez la possibilité aussi de voir. Et nous avons été épatés aussi par le nombre de visiteurs qu'on a vus sur place. C'est l'un des sites, pour ne pas dire le site le plus visité aujourd'hui du Burkina Faso. Il s'agit donc du mémorial Thomas Sankara, surtout avec la construction du mausolée qui s'est ajoutée à l'architecture. Merci de votre attention. C'est l'occasion pour nous aussi de saluer toute l'équipe qui était sur place au niveau du mémorial. Donc nous disons merci à Issa Omaratier qui a filmé ces images et qui a recueilli les témoignages pour nous. Et puis on dit merci bien sûr au comité mémorial Thomas Sankara et puis au PECIM, le projet de construction des infrastructures du mémorial Thomas Sankara. Et on dit merci donc à Madame Nicole Yamego qui est leur chargée de communication qui a bien voulu donc tisser le rapport pour que nous puissions filmer ces images. Merci. Alors, pour la suite, on va marquer une petite pause et on revient pour continuer. À présent, je vous donne lecture des titres des différents journaux en commençant par le journal Le Quotidien. Le Quotidien affiche à sa une, Direction générale des douanes du Burkina Faso, l'inspecteur divisionnaire des douanes Yves Kafando prend les commandes. Campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier, plus de 4,9 millions d'enfants
âgés de 3 à 59 mois ciblés. Le voyageur de Guinée, on peut lire Kaya, un marabout arrêté pour le meurtre rituel d'un garçonnet. Chui Algado, une barre de fer retirée de la cuisse, de l'abdomen et du thorax d'un maçon. Moussodougou, 3 pirogues noyés. Police nationale, Amadou Dera recherché pour grand banditisme. Interdiction des sachets plastiques. Les industriels crient à la marginalisation et dénoncent des décisions irréalistes. On peut lire à la une du quotidien Bobolé, l'Express du Faso, qui affiche à sa une Direction générale des douanes. Dr Yves Kafando prévoit l'innovation, la compétence au cœur de ses actions. Autant le dire, dans cette rubrique, on peut lire propos haineux contre les médecins, que ça s'arrête. Bobo Dioulasso, l'université Aube Nouvelle dote la commune de feux tricolores. Simple détail, noyade à Moussodougou, une personne sauvée, 3 autres décédés. Programme d'excellence 2030 de l'UNB du moins, pour une université plus alternative. École nationale des sapeurs-pompiers, 500 nouvelles recrues prêtes allégeance au drapeau. Aruna Abdallah Ouattara, milieu de terrain à Dilagori FC en Géorgie, intégrer les étalons A fait clairement partie de mes ambitions. Le quotidien d'État Sidoya affiche à sa une le roi Untamba salue les efforts soutenus pour la recherche de la paix. Fadangourman toujours, une salle polyvalente moderne de 1000 places inaugurée. Jeux de l'AES, le Burkina, pays organisateur en 2026. Au royaume de Tenkodgo, le premier ministre en visite de courtoisie chez Nabagui Mpole. Toujours à la une de Sidoya, chimioprévention du paludisme saisonnier, plus d'1 million d'enfants ciblés. Football, l'équipe de la présidence domine pour la 3e fois consécutive les professionnels. Éditorial, un secteur public productif. On passe à présent au doyen des quotidiens privés, l'Obs. L'Observateur Parga affiche à sa une CHR de Fadangourma, Rimtalba au chevet des soldats blessés en opération. Douane Burkinabé, Dr Yves Kafando tient le bâton de commandement. Université Joseph Kizerbo, la bibliothèque centrale revue et corrigée. Marathon des échangeurs 2025, leçon d'endurance du Ghana. Accord de paix RDC-Rwanda, l'effet Trump à l'épreuve du terrain. Lutte contre le paludisme, la prescription du docteur Kargongo. On passe à présent au journal Le Pays qui affiche à sa une Direction générale des douanes, Dr Yves Kafando aux commandes. CHR de Fadangourma, le premier ministre au chevet des soldats tombés. Inauguration de la salle polyvalente de Fada, plus de 2 milliards de francs CFA mobilisés. 7e Jeux universitaires du Burkina Faso, l'apothéose à Fadangourma. Marathon des échangeurs, 7e édition, la razzia des Ghanéens. Confidence du week-end, circulation des véhicules hors gabarit, 3 mesures à partir du 1er août. Visa et immigration, les recommandations de l'ambassade du Burkina Faso à Washington. Lutte contre la délinquance, Amadou Dera recherché par la police nationale. Alors, nous terminons par le journal Aujourd'hui au Faso qui affiche à sa une Fadangourma, une salle polyvalente de 1000 places inaugurée grâce au PUDTR. Toujours à la une du journal Aujourd'hui au Faso, réforme de la Chambre de commerce, 6 travaux d'Hercule pour 8 VDP de l'économie burkinabé. Donc, Direction générale des douanes, Yves Kafando remplace Adama Ilboudo. Coopération Burkina Faso-Belgique, l'envoyé spécial pour le Sahel chez le ministre Karamoko. Toujours à la une du journal Aujourd'hui au Faso, Yoweri Museveni, candidat à un 7e mandat, le Makiza président et le pouvoir jusqu'à l'Ali.
Retour sur l'accord de paix RD Congo-Rwanda signé à Washington. Petit pas pour Trump, grand pas pour les Grands Lacs. Université privée d'Afrique pose de la première pierre. 7e édition du marathon des échangeurs de BF1 Razia ghanéenne. Après Chiroma, Bello quitte le RDPC depuis le Sherman en 92. Enfin, un vrai challenger pour Biya. La question est posée à la page numéro 6 du journal Aujourd'hui au Faso. C'était d'ailleurs le dernier titre de ce journal. Dernier titre pour la revue de presse de ce matin également. Pour la suite, nous allons parcourir quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Et juste après, on reçoit nos invités. Nous recevons pour vous ce matin M. Abdulaziz Bamoro, très connu dans le milieu de la communication. Il nous vient ce matin en qualité d'auteur de l'ouvrage intitulé La communication au Burkina Faso, cadre légal et institutionnel. Il faut rappeler, il est ancien président du Conseil supérieur de la communication. Vous êtes enseignant et formateur aussi en communication. Bonjour. Bonjour Madame Nikema, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous n'êtes plus président du Conseil supérieur de la communication. Depuis 2024. Depuis 2024. On se demande bien comment vous occupez vos journées maintenant. Non, ça va. Pour le moment, j'ai beaucoup travaillé sur l'ouvrage en question. Je suis une bonne partie du temps pour travailler sur l'ouvrage en question. Et puis bon, maintenant, je m'occupe particulièrement de la consultance, l'accompagnement des structures, des organisations sur la communication stratégique. C'est un peu ce que je faisais d'ailleurs avant d'aller au Conseil supérieur de la communication. Donc, je suis retourné à mes activités professionnelles d'avant. Ok. Alors, il faut dire que ces 25 dernières années, vous avez évolué vraiment dans le milieu de l'information, la communication, la publicité, la formation. Alors, pour rappeler un peu, entre Ouaga FM, où vous étiez rédacteur en chef, Cité.com, où vous étiez directeur général, en passant par Africa Executive School, où vous étiez donc fondateur. Alors, vous avez beaucoup vécu, hein? En tout cas, vous avez vécu beaucoup de choses, peut-être belles, moins belles, voilà. Qu'est-ce que vous retenez de tout ce parcours? Peut-être que le secteur de la communication au Burkina Faso est un secteur qui est vraiment dynamique. Ouaga FM, c'était en 98 déjà, hein, quelques 4 ans après l'élan de privatisation du secteur audiovisuel de notre pays, qui a vu l'émergence des radios comme Énergie, Horizon FM, et puis bon, dans une seconde vague, Pulsar, Ouaga FM, Nostalgie par la suite et autres comme ça. Et donc il y a eu vraiment beaucoup de création de médias, surtout au niveau des radios. Et puis après, on a eu aussi les télévisions. Tout ça est vraiment porté par un élan, en tout cas, de liberté au niveau de l'espace audiovisuel de notre pays. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'au niveau de la publicité, on a pas mal aussi d'entreprises qui existent dans ce domaine-là. Mais le problème au niveau de la publicité, c'est que c'est un secteur qui a besoin d'organisation, de structuration. Et du reste, quand j'ai été président des publicitaires associés entre 2015 et 2017, et nous avons beaucoup travaillé à adopter des textes et demander aussi aux autorités de voir aussi les textes qui encadrent le secteur pour qu'on puisse davantage mettre un peu plus d'ordre dans ce secteur-là. Parce que c'est vraiment un secteur dans lequel il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent dans l'illégalité. Et comme ce n'est pas structuré, on a l'intervention d'acteurs étrangers qui viennent pour prendre des parts de marché au niveau national, au détriment de ceux qui sont ici, qui payent des impôts, qui recrutent des travailleurs au Burkina Faso et qui mériteraient de pouvoir vraiment travailler sur le marché de la communication. Donc à ce niveau-là, c'est un peu ça le défi. Mais dans l'ensemble, vous savez que le contexte que nous traversons là a beaucoup bousculé le secteur de la communication et nous appelle à beaucoup de responsabilités. Et c'est dans ce sens aussi que s'inscrit le livre que je viens de publier. Et bien sûr, vous l'avez annoncé, hein, donc aujourd'hui, tous ces métiers, qu'on dise, souffrent du ralentissement économique, du ralentissement de l'activité économique, la situation sécuritaire, tout ce qui va avec. C'est ça. Et aussi, donc les mutations technologiques. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à tout ça? Pour ce qui est de... Bon, il faut se réinventer, il faut savoir s'adapter.
il faut ajuster sa façon de faire au contexte, à la réalité. Il faut éviter d'être trop figé. Il faut avoir un modèle économique qui permet la flexibilité. Parce que face à tous ces différents éléments que vous avez dit, si vous restez rigide sur votre façon d'opérer de 1990, ça va pas être forcément intéressant ou rentable en tant qu'entreprise aujourd'hui en 2025 là. Donc il faut avoir cette flexibilité là, s'adapter. Les mutations technologiques sont une réalité avec aujourd'hui le numérique et l'intelligence artificielle désormais, on ne peut plus s'asseoir sur ses lauriers pour dire que voilà, moi c'est ce que je faisais, moi non, ça ne marchera plus. Prenez les agences de communication, ce que les agences de communication vendaient à coups de millions il y a 20 ans en arrière, aujourd'hui ils ne peuvent même plus le vendre à 50 000. Parce que sur Internet, il y a des gens qui proposent ça à 5 000, à 10 000. Ouais, parce qu'une plateforme qui a des milliers de clients sur l'ensemble de la planète peut vendre quelque chose à 5 000 francs et s'en sortir avec des millions, voire des milliards. Alors que toi qui es ici, qui as juste 2-3 clients, si tu fais à ce prix-là, tu t'en sors pas. Ouais. Donc il faut savoir se réinventer. Surtout le modèle économique. Pour vous, les médias, c'est le grand défi. Le défi d'avoir un modèle économique qui soit adapté. Puisque jusque-là, votre modèle économique repose sur la vente des espaces publicitaires. Oui. C'est-à-dire, vous faites beaucoup de bruit pour que les gens viennent suivre votre média et vous dites aux annonceurs, il y a beaucoup de gens qui suivent mon média, venez faire votre publicité, ils vont voir votre annonce. Mais aujourd'hui, si vous allez sur les Facebook, les plateformes numériques, les TikTok et tous les gens sont là-bas et celui qui crée un espace là-bas, il le crée gratuitement. C'est vrai. Et il peut vendre sa publicité à 5 000, à 10 000 francs. Face à vous, qui payez le courant, qui payez le téléphone, qui payez les travailleurs, qui payez l'essence pour eux. Tout ça. Donc, il faut savoir se réinventer. Donc, vous ne pouvez pas vous attacher à l'ancien modèle économique là, parce qu'il ne va pas être rentable aujourd'hui. Il faut trouver d'autres moyens de faire qui vous permettent de créer d'autres sources de revenus qui peuvent venir compléter les sources publicitaires pour assurer une viabilité économique de vos médias. Alors, est-ce que c'est votre passage à la tête du CSC qui vous a inspiré à écrire le livre intitulé « La communication au Burkina Faso, cadre légal et institutionnel » publié, c'était le 19 juin, voilà. Oui, la dédicace. La dédicace, c'était le 19 juin dernier. Sinon, c'est paru aux éditions Mercury au mois de mai dernier, juste un mois en avant. Oui, ça y est pour beaucoup de choses, mais je pense que quand je fais une sorte de retour en arrière, je pense que c'est depuis que j'étais président des publicitaires associés, je vous en parlais tout à l'heure. Oui. C'est un secteur qui a besoin de beaucoup d'organisation. Donc quand j'étais président avec mon bureau, on a travaillé, on a réfléchi, on a essayé de dire, il faut vraiment prendre des textes pour aider à organiser le secteur, à structurer davantage le secteur. Et donc, nous, on a adopté en notre sein, en tant qu'organisation professionnelle, on a adopté 3 chartes. Et après, on a travaillé avec le gouvernement pour adopter la nouvelle loi sur la publicité et un décret d'application. Et je me suis rendu compte qu'avec l'adoption de ces textes-là, ça a vraiment beaucoup aidé. Donc, j'ai compris que les textes avaient vraiment un grand pouvoir d'organisation, de structuration, d'assainissement des secteurs économiques. Donc quand j'étais au Conseil supérieur de la communication, là-bas j'ai remarqué que il y avait des textes, mais les textes n'étaient pas connus des acteurs. Par exemple, nous en tant que régulateurs, pour prendre les décisions, on devait s'appuyer sur les textes. Mais il fallait aller chercher. Ce n'était pas disponible. Mais les textes existaient. Parce que les collèges qui nous ont précédés avaient adopté beaucoup de textes. Mais comment nous, on accède à ça? L'organisation a fait que, c'était pas toujours évident. Il fallait aller fouiller, aller demander à certains collègues et autres pour pouvoir les avoir. Donc, en tant que régulateur nous-mêmes, on avait cette difficulté d'accéder aux textes. Et deuxièmement, je me suis rendu compte que les professionnels, quand on les auditionnait, la plupart d'entre eux, ceux qui qui avaient fait des manquements, quand on les auditionnait, beaucoup, on se rendait compte que c'est parce qu'ils ne connaissaient pas les textes. Ah oui. Voilà. C'est vrai, il y en a qui sont des multirécidivistes. C'est-à-dire, il sait que c'est pas bon et puis il fait. Ça, on connaît. Mais la plupart d'entre eux, ce sont des gens qui ne connaissent pas les textes. Et s'ils ne connaissent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas accès
à ces textes-là. Donc, en m'appuyant sur ces deux aspects-là, d'une part, la prise de conscience de la force du pouvoir structurant des textes, et en observant au Conseil supérieur de la communication l'indisponibilité, l'inaccessibilité des textes, je me suis dit que ça peut être intéressant d'apporter ma contribution en mettant ces textes-là dans un seul livre et de rendre ça disponible pour l'ensemble des professionnels du secteur des médias et de la communication, mais aussi pour les régulateurs, les organisations d'autorégulation. Je me dis que bon, ça peut être ma contribution, ça peut servir à quelque chose. Donc pour vous, c'est important donc, de capitaliser les textes là sur l'information, la communication au Burkina Faso. Oui, je pense que ça peut beaucoup aider. Et un autre objectif que je poursuivais en élaborant ce document, c'est faire acte de résilience. Vous voyez, dans le contexte de défis sécuritaires que nous traversons, je pense que c'est bon que les professionnels fassent l'effort d'avoir des pratiques conformes et responsables. Du reste, quand j'étais président des publicitaires associés, c'est sur ça que j'ai travaillé. Donc, en sortant de ce mandat, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais dans la logique de ce qui a été mon défi quand j'étais président du Conseil supérieur de la communication. Je dis, si je fais cet ouvrage-là, ça peut aider les professionnels à savoir ce que les autorités ont édicté comme principe dans ce contexte de défi sécuritaire-là, pour qu'ils aient des pratiques qui aident à résoudre le problème. Puisque la difficulté était de savoir qu'est-ce que les communicateurs font pour aider les FDS, pour aider les acteurs politiques. Comment l'activité des communicateurs peut être ajustée pour ne pas compromettre l'activité des FDS et l'activité des autorités politiques. Et moi, je me suis dit que s'ils connaissent les dispositions là, ce que le CSC a édicté comme principe, ce que les autorités nationales ont édicté comme élément pour encadrer l'activité de la communication, s'ils connaissent et qu'ils appliquent, ils vont aider. Et il y aura moins de bagarres entre les différents acteurs. Et donc c'est un peu dans ça aussi, c'est un peu ce qui m'a motivé aussi, en disant que si on arrive à produire ce livre-là, ça sera un acte de résilience. Ça va permettre aux acteurs de la communication, de l'audiovisuel, des médias, d'avoir des pratiques plus conformes, plus responsables, et ça va faire qu'ils seront plus en phase avec les autorités nationales dans la lutte contre le terrorisme. Donc, à vous entendre, ça veut dire qu'il y a parmi ces textes-là des textes méconnus carrément des professionnels, mais des textes aussi méconnus que les gens ne connaissent pas, ou des textes carrément ignorés que d'autres aussi ne connaissent pas. Est-ce qu'on peut avoir peut-être quelques exemples de textes en matière de communication, d'information? Par exemple, pour les médias, les textes clés, les textes fondamentaux, ce sont les trois textes qui portent sur les trois types de médias que nous avons. Les trois lois 057, 058, 059 qui ont été adoptées en 2015, qui portent sur la presse écrite, la presse en ligne, et puis la radiodiffusion sonore et télévisuelle. Ce sont ces textes-là qui disent les bases du travail des médias, que ce soit vous ou ceux de la presse ou de la presse écrite. Quand vous prenez la publicité, c'est la loi 080 qui est la loi le texte de base qui dit en fait qu'est-ce qu'il faut faire en matière de publicité, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, quelles sont les publicités qui sont interdites, quelles sont les publicités pour lesquelles vous avez besoin d'une autorisation préalable avant de la faire. Dans votre publicité, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas dire. Si vous utilisez l'image d'une femme ou d'un enfant, à quoi vous devez faire attention. L'ensemble de ces principes-là sont encadrés par la loi 080 qui porte sur la réglementation de la publicité au Burkina Faso. Et puis il y a également le décret d'application qui porte en fait, qui s'adresse beaucoup plus aux professionnels de la publicité pour leur dire comment est-ce que ils créent une entreprise de publicité et quand ils vont exercer, quelles sont les obligations qui s'imposent à eux dans le cadre de leurs activités. Mais à côté de ces textes qui sont les textes de nature légale, il y a aussi des textes qui sont un peu des textes à portée pédagogique qui ont été diffusés par le Conseil supérieur de la communication, comme par exemple les 10 conseils adressés à nos concitoyens sur les réseaux sociaux. Parce que ce qu'on n'a pas dit jusque-là, quand on parle de la question de
de la communication, jusque-là, nous parlons des professionnels. Mais il ne faut pas oublier, aujourd'hui, et eu égard à la mutation technologique dont vous parlez, aujourd'hui, le rôle des citoyens, de nos concitoyens qui sont actifs sur les réseaux sociaux, ils ont un rôle très important. Donc, quand on parle d'encadrer les pratiques médiatiques aujourd'hui, là, c'est d'une part les professionnels, mais c'est d'autre part aussi nos concitoyens. Et en la matière, le CSC, par exemple, a adopté un texte 10 conseils aux citoyens sur les pratiques à adopter sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, c'est quelque chose que nous devons travailler à mieux promouvoir auprès de nos concitoyens. Pour leur dire que dans le contexte que nous traversons là, leur responsabilité est grande. Ouais. Il y a quelques jours de cela, si vous avez souvenance, le gouvernement a publié un communiqué qui s'adresse aux leaders religieux pour leur dire, dans le contexte que nous traversons là, ils doivent mieux ajuster leur discours. C'est tout à fait vrai. Il y a quelque temps en arrière, quand le Burkina Faso était un pays de paix sans problème, le leader religieux pouvait tenir un certain discours dans l'espace public. Mais aujourd'hui, eu égard à la crise que nous traversons, dans laquelle la question religieuse fait partie des problèmes, si un leader religieux va dans l'espace public, dit un certain discours, il peut créer des situations difficiles pour le pays. Il peut rendre la situation difficile pour le pays. Et ça, donc, nous tous qui prenons la parole dans l'espace numérique, nous devons être conscients de ça. Qu'aujourd'hui, à cause de notre situation difficile, chacun doit mesurer sa parole sur les réseaux sociaux. Alors, pour les médias, donc les professionnels de la communication et de l'information, je peux dire que c'est un peu plus facile parce qu'eux, on les touche facilement. Mais pour vraiment ces influenceurs, ces créateurs de contenu qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, je me dis que c'est encore plus difficile de les encadrer. Quoique, aujourd'hui, quand même, il y a des textes qui disent qu'à un certain nombre d'abonnés, vous êtes voilà, passible donc, de sanctions ou de... Voilà, on peut vous inquiéter pour ça. Alors, est-ce que c'est pas aussi, quoi qu'on dise, on a parlé de la publicité, une petite concurrence aujourd'hui avec les médias, même pour la prise de parole en public et même l'incitation souvent à la haine haute, ça passe par les réseaux sociaux et des créateurs de contenu. Oui, tout à fait. Et c'est pourquoi c'est vraiment important de regarder que chacun prenne conscience de sa responsabilité sur les réseaux sociaux. Ce dont vous parlez tout à l'heure, là, c'est la loi 041 de 2013 qui porte sur l'attribution, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la communication. Avec cette nouvelle loi, désormais, le Conseil supérieur de la communication a autorité pour regarder les contenus qui sont diffusés sur les réseaux sociaux. Parce que ce n'était pas le cas avant. Et donc, il faut que chacun d'entre nous se dise, oui, quand je diffuse des choses, le CSC me regarde. Et là, le problème de la régulation sur les réseaux sociaux, c'est la quantité de gens. Aujourd'hui, on est à 3 400 000 utilisateurs des réseaux sociaux au Burkina Faso. Si vous dites au CSC de regarder 3 400 000, ça ne va pas se faire, ça va être très difficile. C'est pourquoi on a mis une sorte de plafond pour dire, c'est ceux qui dépassent les 5 000, voilà, c'est eux qui sont... puisqu'on estime qu'à partir d'un certain seuil, le discours peut avoir un impact sur la société. Voilà, en dessous de ce seuil-là, on peut considérer que c'est une correspondance privée et que bon, c'est entre 2-3 personnes, ça ne va pas avoir trop d'incidence. Mais du reste, ces textes-là viennent nous dire qu'il faut faire attention. Le CSC vous regarde, mais il faut savoir que sur vos manquements sur l'espace numérique, ce n'est pas le CSC qui est la plus grande difficulté, hein, c'est la justice. Parce que même si vous n'avez pas atteint les 5000 là, si vous faites vous causez certains problèmes, c'est la justice qui vous interpelle. Même si vous avez un seul abonné sur votre... Vous faites ces manquements-là, le procureur peut vous interpeller. Et ça, sera pas la première fois. Oui. Et tout récemment, vous vous rappelez, il y a un de nos compatriotes qui, de l'étranger, a fait des publications pour accuser des gens à tort comme ça, et sur d'être en acquaintance avec des terroristes ou quoi. Mais quand il est rentré,
il a été pris. Et il faut savoir que de plus en plus aussi, nous avons des capacités techniques aussi, Oui. avec la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Il y a de plus en plus de moyens. Et donc, celui qui pense qu'il est caché sur les réseaux sociaux, il pense qu'on ne le voit pas, qu'il se ravise. Il y a cette possibilité de pouvoir le trouver. Et si c'est le CSC qui l'a interpellé, il n'a qu'à dire Dieu merci. Parce que si c'est la justice, il risque jusqu'à 10 millions d'amendes, jusqu'à 10 ans d'emprisonnement selon la faute qui a été commise. Puisque vous vous rappelez qu'avec l'amendement du nouveau code pénal, et on a introduit désormais des sanctions sur le fait que vous puissiez diffuser des informations qui sont liées au terrorisme ou à la lutte contre le terrorisme. Si vous faites des publications qui compromettent la lutte contre le terrorisme, on peut vous sanctionner. Et ces sanctions-là peuvent aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, jusqu'à 10 millions d'amendes. Ah oui. J'aimerais qu'on revienne sur le monde de la publicité. Votre domaine, avant d'aller au CSC, je rappelle que vous étiez donc président de Publicitaires Associés. Dans ce domaine-là, il y a beaucoup aussi d'exemples, des textes méconnus, comme vous l'avez dit, mais non respectés aussi dans le domaine de la publicité. Alors, est-ce que c'est la recherche du gain facile qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs donc ça donne à ça ou viole les textes? Oui, c'est pourquoi je dis c'est un secteur qui a vraiment besoin de structuration, d'organisation. Et les textes que nous avions pris à l'époque ont vraiment aidé et aident toujours à mieux structurer ce secteur-là. Il y a beaucoup de gens qui interviennent comme ça là-dedans, sans être déclarés, sans être connus par les autorités qui encadrent ce secteur-là. Et ce n'est pas normal. Désormais, il faut davantage travailler à ce que ça soit professionnalisé, à ce que ça soit vraiment structuré. Parce que quand vous avez un acteur qui travaille, qui n'est pas déclaré, qui a toute son entreprise dans la selle de sa moto, le gars, il peut se permettre de faire du tout et de n'importe quoi. Et en général, ils ne font pas des travaux de qualité. Si bien qu'il tue même le marché de la publicité dans notre pays. Parce que quelqu'un qui ne fait pas un travail de qualité, le client qui n'est pas satisfait, il peut se dire « Ah, la publicité là, ça ne sert à rien ». Est-ce que vous voyez? Et là, ce n'est pas seulement ce type-là seul qui va perdre. Ce sont tous les acteurs de la publicité, y compris vous aussi, les médias, qui allez perdre. Donc, il y a vraiment une nécessité. Ou bien quand c'est comme ça, si le type il veut faire la publicité la prochaine fois, il va chercher des acteurs à l'étranger. Et donc, c'est nous, les acteurs nationaux, qui allons perdre. Donc, il y a lieu qu'on se batte, et y compris entre les publicitaires, entre les professionnels, pour davantage assainir le secteur, mettre les gens face à leurs responsabilités, les obliger à respecter les textes légaux, mais également les textes professionnels qui ont été pris par Publicitaires Associés dans le cadre des activités des publicitaires au Burkina Faso. Sinon, vous vous rendez compte que même les médias, souvent, n'ont pas confiance à certains publicitaires. Voilà, parce que si tu as un publicitaire qui vient, qui prend des espaces, et puis bon, qui les commercialise, et puis après, qui ne paye pas, vous allez voir que quand un autre publicitaire va venir, ils vont dire « Ah non, on ne s'engage pas parce que bon, il y a quelqu'un qui est payé. » C'est ça. Et ça, c'est la nécessité de professionnaliser, de structurer et de responsabiliser les gens. Si on y prend garde, c'est nous-mêmes en tant que professionnels du secteur qui allons tuer notre propre marché. Mais je pense que les choses évoluent. En tout cas, entre le moment où on a adopté ces textes-là, et puis maintenant, je pense qu'il y a une certaine évolution. Et maintenant, le défi, c'est de faire face vraiment à la question de la mutation technologique avec ce que représente aujourd'hui Internet comme moyen de publicité que nous, acteurs nationaux, on ne contrôle pas. Que nous, acteurs nationaux, on doit chercher à voir comment on l'utilise dans le cadre des services que nous commercialisons. Alors, et quels sont les manquements dans le domaine du journalisme? Moi, de façon générale, et à travers le mandat que j'ai eu au Conseil supérieur de la communication, je me suis rendu compte que, vraiment de façon générale, les acteurs des médias sont professionnels. Il y a vraiment un grand effort de respecter le cadre légal et institutionnel de leur activité. Donc, il y a certes des manquements, il y en a.
Voilà. Et comme je disais tantôt, il y en a qui font des manquements par ignorance des dispositions. Il y en a qui sont des multirécidivistes. La plupart des multirécidivistes, par exemple, c'est surtout, par exemple, en ce qui concerne la publicité de la pharmacopée traditionnelle. Bon, parce que beaucoup de médias audiovisuels, notamment les radios en province, c'est pratiquement leur seule source de revenus. Donc même quand ils savent que c'est interdit, ils essaient de se cacher pour pouvoir faire ça. Mais sinon, en dehors de ça, il y a un grand effort. Et ça, il faut saluer l'investissement du Conseil supérieur de la communication à travers les formations et l'encadrement des acteurs, y compris aussi le ministère de la Communication qui organise beaucoup d'activités de sensibilisation et de formation des professionnels des médias. Donc, il y a une meilleure connaissance, il y a une meilleure appropriation du cadre légal et institutionnel. Maintenant, le problème qui se pose à leur niveau, c'est le problème lié au contexte des défis sécuritaires, qui demande que le professionnel des médias que vous êtes aille au-delà de la question des dispositions de sa déontologie ou des cadres légaux qui a été établi pour s'imposer une certaine discipline, une certaine responsabilité au regard du contexte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le journaliste va se dire, voilà ce que mon travail m'oblige à faire. Oui, c'est vrai. Mais au regard du contexte que tu traverses, ton travail, ce que tu fais, c'est pour ton peuple, c'est pour ta population, c'est pour tes téléspectateurs, c'est pour tes auditeurs. Mais le contexte là met en danger tes auditeurs, tes téléspectateurs, tes lecteurs. Est-ce que tu vas faire un travail qui peut davantage les exposer, qui peut davantage rendre leur vie difficile? Non. Et c'est là où on appelle à la responsabilité sociale des médias. C'est-à-dire, c'est d'intégrer ces éléments du contexte-là pour dire, attention, si je vais dire ça et que ça va rendre la situation encore difficile pour ceux pour qui je travaille, je ne vais pas le faire. Parce que mon but n'est pas de nuire à ces gens, c'est de les servir. L'information que je leur donne, c'est pour que ça leur serve. Si je dois dire quelque chose, par exemple, dans une zone de crise, où je diffuse une information et je me rends compte que cette information-là va amener des représailles sur les populations de cette zone-là, mais non, je ne vais pas le faire. Si je diffuse une information et je me rends compte que cette information-là, elle va rendre difficile la sécurisation de cette... Je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas mon objectif et mon objectif, c'est plutôt d'aider, d'apporter quelque chose au peuple, d'apporter quelque chose au Burkina Faso. Et donc, ce qui peut être contre ça, je ne vais pas m'y investir. Mais un autre aspect aussi qui peut être intéressant dans la question que vous posez, c'est aussi le fait qu'il faut appeler les journalistes, les médias, vous, les professionnels aujourd'hui, à davantage vous impliquer dans la lutte contre la désinformation. Parce qu'avec les réseaux sociaux, ce qui se passe, c'est que les non-professionnels qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne s'encombrent pas des dispositions dont vous parlez là, ils diffusent du tout et du n'importe quoi. Ce qui peut induire les populations en erreur. Je pense qu'aujourd'hui, c'est de votre responsabilité de travailler à davantage éclairer les gens pour dire, attention, telle information qui passe n'est pas juste. Voilà. Et vous, d'aller vérifier ce qu'on appelle le fact-checking pour dire, ah, voici ce que les autorités, voici ce que les sources officielles rapportent sur la question. D'accord. Alors, vous avez évoqué le problème de vulgarisation aussi des textes donc, qui encadrent le métier de la communication, du journalisme, qui sont méconnus. Et donc, est-ce que si ces textes ne sont pas assez vulgarisés et qu'il y a violation, est-ce qu'on doit forcément donc réprimer ou punir ces acteurs-là puisqu'ils ne connaissent pas? Mais c'est pas à cause de la non-vulgarisation qu'on va les punir. On va les punir parce que nul n'est censé ignorer la loi. Par le principe, à partir du moment où la loi est adoptée, elle s'applique à tous les citoyens et c'est aux citoyens de faire l'effort de pouvoir connaître Mais vous avez parfaitement raison. Oui. Et c'est dans ce sens-là aussi que je m'investis en publiant ce livre-là. Et c'est ma contribution aussi. Je pense que les autorités font un effort en produisant les textes, en encadrant les différents secteurs. Maintenant, si leur investissement n'atteint pas le niveau de la vulgarisation,
un acteur comme moi peut apporter sa contribution en permettant qu'à ce niveau-là, on pose des actes qui permettent aux acteurs de facilement avoir accès à ces textes-là. Et par exemple, avec le livre, vraiment, le livre a rencontré une grande adhésion des professionnels. Ok. La dédicace, en tout cas, on va voir les images. C'était une salle. Tous les livres qu'on envoie à la dédicace ont été tous pris. Actuellement, nous, on est à court d'exemplaires. Et on a lancé une nouvelle impression d'exemplaires encore. En tout cas, on dit un grand merci au public pour l'accueil réservé. Ça veut dire que les gens veulent connaître. Ça veut dire que les gens, sauf les professionnels, ils veulent connaître. Ils ne veulent pas être des gens qui enfreignent au texte. Donc, s'il y a une possibilité de connaître, ils vont forcément y aller. Et c'est dans ce sens-là que moi aussi, je m'investis à pouvoir faire ce travail-là. Et je pense aussi que vous aussi, vous devez vous investir dans ce sens-là. Quand on parle du fait que nos concitoyens doivent connaître les dispositions, je pense qu'à ce niveau-là, vous, en tant que média, vous pouvez faire votre part aussi de contribution en aidant à sensibiliser nos concitoyens pour que chacun sache que Internet n'est pas un espace de non-droit. Et que quand tu es là-bas, ce n'est pas parce que tu es assis seul dans ta chambre en train de faire choses que personne ne te voit. Désormais, il y a beaucoup d'instruments, beaucoup d'outils qui permettent de pouvoir trouver qui a publié quoi et de pouvoir l'interpeller. Et comme je le disais tantôt, vous risquez jusqu'à 10 ans de prison, jusqu'à 10 millions d'amendes. Quand même. Alors, j'aimerais donner les grandes parties justement de votre livre. Alors, il faut dire que la première partie du livre regroupe les textes fondamentaux qui encadrent la communication au Burkina. La deuxième partie concerne les règlements spécifiques aux médias. Donc, la troisième partie concerne la publicité et la communication commerciale. Et la quatrième partie, donc dernière partie, porte sur la communication électronique. Donc, quatre parties. Et vous avez choisi donc un agencement très pédagogique à travers donc tout ça. Oui. Alors peut-être un mot, on va pas, c'est pas pour résumer, mais qu'est-ce qu'il faut retenir de ces parties-là? Pour ce qui est de l'organisation, j'ai essayé d'organiser de sorte que ça soit facile à exploiter par les professionnels. Parce que le livre s'adresse principalement aux professionnels. Donc comme vous l'avez si bien dit, les acteurs des médias vont trouver dans le chapitre numéro 2 les textes qui les concernent. Donc, je peux juste aller à la partie 2. Chapitre numéro 2, c'est vraiment tout ce qui concerne les médias. Si vous êtes dans la publicité, chapitre 3, c'est... Voilà. Si vous êtes dans la communication électronique, Internet, réseaux sociaux, c'est le chapitre numéro 4. Le chapitre 1 porte sur des éléments de communication en général, notamment la loi 041 du Conseil supérieur de la communication, qui donne les grands principes de l'encadrement de la communication au public dans notre pays. Sur le type, les textes qui sont dans ce livre, il y a au total 62 textes. Ce sont des lois, des décrets, des arrêtés du gouvernement, mais également arrêtés du Conseil supérieur de la communication, arrêtés et délibérations des collectivités territoriales, les mairies, puisque ce sont les mairies qui gèrent la publicité sur leur espace territorial. Il y a aussi des chartes des professionnels, comme pour les publicitaires associés, et il y a aussi des directives communautaires, comme l'UEMOA. Il y avait par exemple des textes de la CEDEAO quand je préparais le livre, mais comme entre-temps notre pays s'est retiré de la CEDEAO, donc j'ai enlevé les textes qui sont relatifs à la CEDEAO. Pour le moment, au niveau de l'AES, on n'a pas encore de texte, mais mon idée c'est que c'est un document aussi qui est appelé à être actualisé. Donc, si on doit faire une prochaine édition, on verra si d'ici là, au niveau de l'AES, il y a des textes qui sont pris pour encadrer la communication au public. On pourrait les adjoindre aux documents. Merci beaucoup, monsieur, que notre temps est terminé. Oui, néanmoins, vous avez dit, vous êtes en impression encore actuellement, mais le livre, en principe, est disponibilisé où et à quel prix? Le livre est disponible aux éditions Mercury, mais on a également des contacts que si vous nous appelez, on peut vous livrer, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez au Burkina Faso. Il coûte 12 000 francs. Et si vous nous appelez, en principe, on peut vous parler bien des transports, par exemple, on peut vous le faire acheminer, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez au Burkina Faso. Donc on finira par le contact alors? Oui, le contact, j'espère que vous l'avez, hein. Moi je n'ai pas en tête. D'accord, donc avec les affiches, on va remettre l'affiche et la prochaine affiche. La prochaine affiche, s'il vous plaît, pour la dédicace, c'était le 19. Voilà. Ça, c'est l'affiche de la dédicace. Oui. D'accord. Il n'y a pas de souci. Et puis,
D'accord. Donc, merci beaucoup à vous, monsieur Abdulaziz Bamogo. Une dédicace, voilà. Et puis, une photo de famille. Le livre aussi a été remis au PDG de Savan Media. Oui, avec beaucoup de plaisir. Je voudrais lui dire un grand merci pour son soutien, son accompagnement. Quand j'étais président de Publicitaires Associés, quand j'étais président du Conseil supérieur de la communication, en tout cas, lors de mon mandat et des activités que nous avons organisées, on a toujours bénéficié de son accompagnement, de son soutien. Et là aussi, pour l'ouvrage que je viens de publier aussi, en tout cas, il m'a apporté son soutien, son accompagnement. Je lui dis un grand merci. C'est l'une des têtes, j'allais dire, des premières personnalités du monde audiovisuel de notre pays. On lui souhaite vraiment beaucoup de succès dans ses différentes activités communicationnelles. Merci beaucoup à vous. Et comme vous êtes dans le domaine de la communication, vous savez que le temps, c'est le temps. Et puis bien sûr, vous avez l'affiche avec le contact. 74 56 70 36. Merci beaucoup. Nous étions avec M. Abdulaziz Bamogo. Je rappelle qu'il est auteur du livre intitulé La communication au Burkina Faso, cadre légal et institutionnel. Il faut dire que la dédicace a eu lieu le 19 juin dernier au Sénasa. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque la petite pause et on retrouve d'autres invités après. Nous sommes de retour sur ce plateau et cette fois-ci, pour la suite, nous allons donc découvrir le groupe Lafina. Et nous recevons Dr Patrice Bazango, ancien chercheur au Centre universitaire de Manga et cofondateur du groupe Lafina. Bonjour. Oui, bonjour madame. Bienvenue docteur. Merci beaucoup. Nous sommes également avec monsieur Sir Dalla, qui est consultant au groupe Lafina. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors docteur, juste pour se rassurer ou juste pour précision, est-ce que vous êtes médecin, dermatologue ou... Non, je ne suis pas médecin, je ne suis pas dermatologue, mais je suis biochimiste de formation. Biochimiste. Et, voilà, c'est ça. Et spécialisé en biochimie des produits naturels et bromatologie. Donc, nous étudions beaucoup les molécules voilà, du corps humain, des plantes, etc., etc. Donc, biochimie, ça veut dire chimie de la vie. Chimie de la vie. C'est ça. Donc, vous, la spécialité, ce sont les plantes. C'est ça. Ok. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la cosmétique médicinale, si on peut dire ça comme ça? Bon, il faut dire que au Burkina Faso, on a l'impression que les chercheurs n'apportent pas beaucoup à la société. Que les chercheurs cherchent mais ne trouvent pas. C'est ça. Et l'adage dit que ceux qui trouvent, le chercheur qui trouve, on en cherche. Et le chercheur qui cherche, on en trouve. Pour dire que les résultats que nous menons dans nos laboratoires ne sont pas vraiment connus. Voilà, et ne sont pas valorisés, ce qui fait que le citoyen lambda ne voit pas réellement ce qui est fait au sein de nos labos et ce que nous trouvons en termes donc de résultats. Sinon, en matière de recherche, le Burkina Faso vraiment fait partie des pays où la recherche est très bien avancée. Voilà, et c'est dans ce cadre-là que nous avons voulu utiliser ces résultats de recherche-là, les transformer en des produits qui puissent accompagner la population dans divers domaines. Et également contribuer à valoriser les plantes. Surtout que c'est sur la base de ces plantes-là que ces produits-là ont été créés. Donc vraiment l'objectif c'est ça, créer des produits qui puissent contribuer au développement économique et social de nos populations, contribuer à la santé, contribuer à la protection donc de ces plantes-là. Donc vous avez lancé le groupe Lafina. C'est ça. Comment ce groupe est né et qu'est-ce que ça signifie Lafina? Bon, l'affinat signifie, l'afi qui signifie la santé et nat qui veut dire naturel. Donc c'est la santé, la santé au naturel. Au naturel, c'est ça. Je lise votre slogan. C'est ça, hein, la santé au naturel. C'est ça, la santé au naturel. Ok. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement au sein de l'affinat? Il faut dire que l'affinat Group est une collaboration entre le milieu de la recherche et le milieu de l'entreprise, comme je venais de le dire là, en vue de la valorisation des résultats de recherche. Donc, au sein du groupe Laffinat, nous transformons ce que les chercheurs trouvent dans les laboratoires en des produits finis, en des produits qui sont homologués et en des produits qui ont la capacité de contribuer donc comme je le disais, au développement économique et social
Et par exemple, toutes les matières premières qu'on utilise sont locales et sont fournies par des groupements de femmes et par des personnes en milieu rural. Donc, nous donnons donc, il y a cette possibilité de la valorisation, ce qui fait que ça contribue donc au développement de ces populations-là et en même temps éveiller la conscience sur le fait que nos plantes sont très riches. Les plantes médicinales sont très très riches et ces plantes-là peuvent vraiment contribuer à notre santé, mais au développement. Et il y a un adage que j'aime dire toujours, nos plantes même sont plus riches que notre sous-sol. Ah ouais. Le jour où on va le découvrir, on va se rendre compte qu'on a une immensité de richesses au Burkina Faso qui ne sont pas du tout exploitées. Docteur, à ce jour, quels sont, parce que vous avez des produits sur le plateau avec nous, quels sont en fait les produits que vous avez pu mettre en place au sein du groupe Lafinat? Alors, pour le moment, au niveau du groupe Lafinat, nous avons développé 2 produits majeurs. Le lait corporel, sinon la crème corporelle Lafinat que je présente, et également le savon, voilà, médical Lafinat. Alors, il faut dire que ces 2 produits-là contiennent 2 principes actifs majeurs, un anti-allergique et puis un antimicrobien. Donc, l'association donc de ces 2 principes actifs-là fait que vraiment, ils sont très actifs dans le traitement de certaines dermatoses qui sont très récurrentes dans nos milieux et dont le traitement est de plus en plus difficile en raison des résistances. Qu'est-ce qu'on appelle résistance? Vous allez voir des gens, par exemple, qui disent « Moi, je traite depuis longtemps mes pieds d'athlète, ce qu'on appelle NAPOM, mais ça ne finit pas. » C'est vrai. Voilà. Pourquoi? Parce que la molécule qui est utilisée, le micro-organisme arrive à faire face aux molécules. Donc, du coup, ce n'est plus actif. Et ça, comme ce sont des produits qui sont naturels, ce sont des principes actifs qui sont naturels et qui sont nouveaux, ça fait que c'est vraiment très actif. Et il y a une large gamme de dermatoses sur lesquelles nos produits contribuent donc à traiter en milieu donc médical. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, ces produits-là sont homologués par le ministère de la Santé. C'est vérifié par le laboratoire national de santé publique et aujourd'hui c'est distribué en milieu médical, en milieu pharmaceutique et c'est prescrit en milieu médical pour pouvoir prendre en charge l'ensemble de ces dermatoses. Et c'est protégé par l'OAPI. Et c'est protégé également par l'OAPI, bien sûr, parce que si on ne protège pas, voilà, c'est un problème. Donc, on a même eu le prix de la meilleure innovation labellisée au Burkina Faso, prix de la maison de l'entreprise. Et je pense l'année passée, on a eu une distinction African Health Award qui récompense donc les entreprises, sinon les personnalités qui ont marqué le milieu de la santé. Donc voici à peu près les produits que nous avons développés pour le moment au sein du groupe Lafinat que nous voulons présenter. Et vous êtes à Manga? Oui, c'est ça. Voilà, l'entreprise est installée à Manga où nous produisons. Voilà, mais nous avons une représentation au niveau du de Ouagadougou qui se charge de la gestion des ventes, de tout ce qui est documentation et de la collaboration avec le monde médical et les clients en quelque sorte. Donc pour le savon et pour le lait, donc on peut avoir une idée de ce que les plantes utilisées. C'est pas tout le secret de production, mais au moins les plantes utilisées. Oui, bon, non, c'est pas un secret. Nous utilisons des plantes locales telles que le Balanites egyptiaca, ça c'est le nom scientifique, mais c'est le Tcheralga amoré. Voilà, c'est un arbre épineux. Vous voyez que l'arbre produit tellement de fruits, mais tous ces fruits-là restent dans la nature, ça pourrit chaque année. Alors que l'huile est très très intéressante dans le domaine de la cosmétique et même dans le domaine alimentaire. Voilà. Nous utilisons également par exemple la Dansonia digitata qui est le baobab. Voilà, le baobab. Vous aviez par exemple le Sclerocaria birea, voilà, qui est le Noba amoré. Voilà, que je donne les noms vernaculaires pour que vraiment les gens puissent connaître. Et on a d'autres plantes qu'on utilise, qu'on retrouve uniquement vers Banfora. Uniquement vers Banfora, voilà, au niveau j'allais dire au niveau des cours d'eau. Mais qui ont vraiment des propriétés médicinales très très intéressantes. D'accord. Alors merci bien Monsieur Dalla, je suis à vous maintenant, vous êtes consultant au groupe Lafinat. Quelle est en fait votre politique pour vulgariser en fait ces 2 produits-là
que le groupe Lafinat a mis à la disposition de la population. Merci. Faire connaître et puis... voilà. Merci pour la question. Il faudrait savoir, pour la disponibilité, oui. On peut trouver ces produits dans toutes les pharmacies du Burkina Faso. Okay. Ça, c'est l'une des choses à savoir. Et la seconde chose également, il faudrait savoir, on a mis en place une application, voilà, directement sur WhatsApp, où tout un chacun, vous pourriez aller chercher toutes les informations que vous voulez. Okay. Voilà, il suffit seulement d'envoyer le mot Lafinat et juste au 06 55 82 82 et vous vous laissez guider. Donc, toutes les documentations, vous allez voir les points de vente surtout, hormis les pharmacies, mais également nos représentations. Numéro WhatsApp? Oui, c'est un numéro WhatsApp de Lafinat. D'accord, on envoie le numéro et puis... Vous envoyez juste Lafinat et vous attendez, on vous guide automatiquement. Super. Merci. D'accord. Alors, vous, docteur, pour revenir au lait, parce qu'on a parlé du savon qui traite donc ceux qui ont des problèmes de peau, le lait, quelles sont ses vertus? Oui, il faut dire que le lait est très, très humidifiant. Ça nourrit la peau. Vous savez, le premier médicament de l'homme, c'est l'aliment. Et ça, c'est très important. Donc, quand vous prenez, par exemple, le lait, on l'a enrichi en des éléments qui sont très importants pour la peau, surtout les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9, les vitamines telles que la vitamine E qui peut protéger la peau du rayonnement solaire, des UV et également des antioxydants. Donc, ce qui fait qu'il est vraiment très, très nourrissant et également humidifiant. Donc, ça permet vraiment à la peau de se développer normalement. Et aujourd'hui même, il est prescrit en milieu médical pour les bébés qui viennent de naître, qui ont des peaux très sensibles, parce que ça permet de nourrir très très bien la peau. Donc, mais on l'associe au savon dans le traitement des dermatoses. Comme je le disais, au-delà des principes actifs que le savon va apporter, il faut permettre, par exemple, aux cellules de se développer, de se nourrir et de se régénérer. De telle sorte qu'à la fin du traitement, vous ayez une peau qui reste à l'état initial. Et ça, c'est vraiment très important. Mais sinon, on peut l'utiliser comme crème naturellement, voilà, pour le soin de la peau. Et par exemple, les maladies qu'on a traitées, qu'on traite, on n'est pas trop revenu sur ça. Vous avez par exemple les dattes, voilà, les teignes, voilà, les napomes, sinon les pieds d'athlète, voilà, les démangeaisons au niveau des aisselles. Et puis vous aviez aussi les dermatoses qui sont liées à des allergies. Par exemple, en saison pluvieuse, vous voyez que les arbres produisent des pollens, il y a des insectes. Donc ce qui fait que l'association de tout ça fait qu'il y a certaines maladies qui apparaissent. Vous avez par exemple les plaies de saison. Donc c'est une allergie qui après se transforme sous la forme de plaies. Et ça, au maximum une semaine, vous associez les deux, c'est derrière l'enfant. Vous avez les bourbouilles pendant la période de chaleur. Voilà. Vous avez par exemple les boutons qui sont liés à l'utilisation de la lame. Et vous avez aussi les boutons de rasage. Donc c'est vraiment une large gamme de dermatoses voilà, qui sont pris en charge par les deux produits. Nous conseillons surtout l'association des deux parce qu'il faut traiter, mais il faut nourrir la peau pour lui permettre de se régénérer. Voilà. Et par exemple, pour l'entretien, par exemple pour les femmes enceintes, c'est quand le ventre commence à sortir, il y a les vergetures qui commencent à apparaître. Vous utilisez le lait, vous allez vous rendre compte que ces vergetures-là ne vont pas venir. Parce que la peau est bien nourrie, elle peut rapidement s'hydrater. Voilà, et ça permet vraiment d'empêcher cela. D'accord, nous allons évoluer, on sait que le temps est en train de courir. Alors, docteur, aujourd'hui, quels sont les grands défis aussi au niveau de votre groupe Lafinat? Alors, il faut dire que aujourd'hui, c'est un peu la méconnaissance du travail qui est fait. Et nous ne pouvons que vous remercier et vous dire un grand merci pour l'ouverture et pour l'occasion que vous nous donnez de faire cette présentation. Parce que ce sont des produits qui sont très bien, mais qui ne sont pas connus.
Et aujourd'hui, vraiment, notre défi, c'est de faire connaître ces produits-là. Parce que ça contribue au développement de la population, ça contribue à la protection des plantes, ça contribue à la formation de nos étudiants. Parce que vous dites que vous récupérez des étudiants en stage c'est ça. Au niveau de votre laboratoire. Au niveau de notre groupe qui viennent pour des stages pratiques, mais aussi pour des stages pour pouvoir soutenir leur mémoire, etc. Donc, c'est vraiment très important pour nous. Et comme je le disais, aujourd'hui, le produit est distribué par toutes les firmes pharmaceutiques privées du Burkina Faso. Et nous, notre souhait, c'est que ça puisse aller en campagne où les populations sont les plus pauvres, parce que ce sont des produits qui ont des prix accessibles. Voilà, ça coûte combien le savon? Le savon, il coûte autour de 900 à 1000 francs en pharmacie. En pharmacie. Et le lait? Le lait, lui, il est autour de 2000, 1750 à 2000 en pharmacie pour le tube de 100 ml. Et pour le tube de 200 ml, il doit être autour de 3000 francs en pharmacie. Mais on a également, comme il le disait, nos boutiques témoins également, où vous pouviez avoir donc les produits. Et ce que je peux ajouter, nous tenons vraiment à ce que notre firme principale, qui est la CAMEG, voilà, qui est responsable de la distribution des produits pharmaceutiques à travers le pays, parce qu'ils vont là où les pharmacies ne sont pas, là où les dépôts pharmaceutiques ne sont pas. Et nous espérons que d'ici là, en tout cas, on pourra rentrer également en collaboration avec eux pour pouvoir disponibiliser ces produits-là. Parce que c'est la recherche burkinabé, c'est le contribuable burkinabé qui a contribué à ce travail-là. Et ce type de produits-là, si vous allez en pharmacie, les prix sont très élevés. Vous avez un tel produit, c'est autour de 3500 à 4000. Ici, on le retrouve souvent à moins de 1000 francs. Dans nos boutiques, c'est moins de 1000 francs. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Le temps est terminé. Merci bien, monsieur Dalla. Donc, on peut retrouver le produit, rappeler le contact pour la plateforme. D'accord. Sur WhatsApp, c'est le 06 55 82 82. Il suffit juste seulement d'écrire l'affinat. D'accord. Et vous laissez guider. Et à Ouagadougou, vous êtes situé où pour les boutiques témoins, les boutiques? Nous sommes situés... Vous connaissez le cas? À Bénogo, voilà. D'accord. Et à Manga, vous êtes? Oui, à Manga également. Si à Manga, c'est au secteur 3. D'accord. Secteur 3. De Manga. De Manga. Sinon, docteur et ancien chercheur à l'université de Manga également et cofondateur du groupe La Finade. Merci à vous d'être passé, docteur. Merci. On va avoir d'autres occasions. Et merci bien, monsieur Dalla. Merci. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Restez avec nous, c'est ensemble qu'on va dire au revoir aux téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Belle semaine et à demain.